Hausse exagérée des factures de consommation d'eau et d'électricité, les abonnés de la Régie des eaux et de la SNEL se plaignent. Entre-temps, ces deux sociétés publiques ont créé des rubriques fantaisistes pour soutirer les Congolais moyens démunis le peu qu'ils gagnent pour honorer ces factures. Nous vous proposons dans cette émission le calvaire que vivent les abonnés de la Régie des eaux et de la SNEL. Le gouvernement congolais mobilise peu mais consomme plus, remarque la société civile sur l'exécution de la loi des finances exercice 2016. Des dépassements budgétaires constatés alors que certains secteurs vitaux sont dépourvus de ressources financières faute de financement. Fiscalité et développement dans une présentation des Prisca Sekana. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo, et merci de votre fidélité accordée à ces magazines. La ville de Kisangani, le pied dans l'eau et dans le noir, situation consécutive aux inondations survenues à la centrale hydroélectrique de la Chopo. La crue du fleuve Congo a entraîné un flux important des eaux du fleuve Congo dans la rivière Chopo et donc dans la centrale hydroélectrique. Tous ces équipements électromécaniques sont sous l'eau, plongeant ainsi toute la ville dans le noir. Les ingénieurs de la SNEL sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant. C'est justement ce qui nous amène ici à Kinshasa, où les factures de consommation d'eau de la Régie des eaux et de l'électricité de la SNEL continuent à connaître une hausse exagérée presque chaque mois. Et pourtant, dans certains quartiers de la capitale, les abonnés de ces deux sociétés publiques se plaignent du manque d'eau et de l'électricité. Pire encore, les abonnés de la SNEL, par exemple, doivent payer 1% de leur facture pour l'électrification publique. Une rubrique que certains abonnés de cette société n'arrivent pas à cerner la portée. C'est le constat fait par Michel Wangi dans certaines communes de Kinshasa. Ici, aucune goutte d'eau dans ces robinets. Là-bas, pas d'électricité. C'est le vrai calvaire quotidien que vivent les habitants de la plupart des quartiers de Barumbu, l'une des 24 communes de la capitale Kinshasa. Ici comme ailleurs, les factures sont envoyées régulièrement chaque mois. Pire encore, des factures datant de plus de 10 ans reviennent, contrairement aux prescrits du droit WADA. Dans les détails, des factures de la SNEL, par exemple, on y voit certaines rubriques bidons créées comme celle-ci, éclairage public, supporté par les abonnés. La Régie des eaux a créé sa rubrique dénommée location compteur. Une attitude qui frise l'escroquerie mieux, le vol, que dénonce cet abonné. Mais, tout ça même à une semaine, mais ils ont été. Mais na suka sanda ba facture zoya. Les bossés les arabes qui ba 20 000 suko ekomi ba 50 000, 60 000. Courant, si ok na courant wa moite, awa biso tout ça une semaine. Bureau na bango yangoy. Bureau yangoy. Ba déclaration combien? Ok ne wa no papa. Biso to china bato bazoya. Ba jamba ok ne. Zela ka ndengwana. Henri Yotouali, fonctionnaire de son état, ne comprend pas pourquoi les factures de l'eau et de l'électricité sont payées alors que le service rendu par la SNEL et la Régie des eaux est au rabais. Je crois que je peux vous parler ici, non pas en tant que responsable de service, mais je parle maintenant à la place de la population, parce que moi aussi je suis population. J'ai subi cette contrainte-là. La SNEL nous facture, la Régie des eaux nous facture. Je peux commencer par la SNEL. Vous voyez la facture qui vous arrive à la fin du mois. Pendant que tout un mois, vous n'avez même pas reçu l'électricité. Comment est-ce que la SNEL s'est arrangée pour vous facturer? Parce qu'on ne paye que la facture sur la consommation. Quand vous n'avez pas consommé, qu'est-ce que vous allez payer? À la Régie des eaux, la même chose. L'eau ne coule pas dans le robinet. Mais à la fin du mois, vous voyez la facture qui vous arrive. Moi, par exemple, chez moi, ça fait au moins, je vais vous dire, toute une année. Les robinets, là, l'eau ne coule pas. Mais la SNEL m'envoie chaque fois. Et lorsque le facteur qui vient de me déposer la facture, je leur dis toujours que je n'ai pas d'eau. Vous ouvrez même les robinets, vous ne trouvez pas l'eau. Mais comment est-ce que vous avez arrivé à me facturer? C'est la même difficulté que connaît la population. Et auprès de la population, nous recevons des plaintes. Même ici au niveau de la commune. Regarde, on est sans lumière. Certaines indiscrétions incriminent plutôt le ministère de l'économie pour avoir facilité le réagissement des prix des factures de consommation d'eau et d'électricité. Une source du secrétaire général à l'économie nie les faits et renvoie plutôt la balle à la commission interministérielle
qui a compétence en matière de fixation des prix de l'eau, de l'électricité et du carburant. Entre-temps, les agents de la Régie des eaux et de la SNEL, propriétaires des maisons ou locataires, ne payent plus leurs factures de consommation. Par contre, la Régie des eaux et la SNEL perçoivent au titre de la TVA beaucoup d'argent. Reste à savoir si la TVA perçue est reversée à la DGI, Direction générale des impôts. En 2016, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dépensé plus qu'il a mobilisé, un exercice budgétaire qui a été caractérisé par la faible mobilisation des recettes internes dues à des facteurs tels que les exonérations exagérées et surtout par les dépassements budgétaires par les plus hautes institutions du pays. Des informations contenues dans les rapports d'études de la société civile sur l'exécution de la loi des finances 2016. Rapport rendu public lors de la conférence de presse organisée par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF dans le cadre du projet Profit Congo. C'était le vendredi 10 novembre dernier à Caritas Congo, nous rapportent Didi Mavambou et Fanfan Makitou Doma. Le rapport d'étude de la société civile sur l'exécution de la loi des finances 2016 fait froid dans les dos. D'après ces rapports, le gouvernement de la RDC a dépensé plus qu'il a mobilisé, soit un peu plus de 4 954 milliards de francs congolais dépensés contre un peu plus de 4 532 milliards de francs congolais en termes de recettes mobilisées, soit un déficit évalué à moins 422 milliards 107 millions de francs congolais. S'agissant des dépenses par administration, la société civile fait des révélations accablantes. Certaines institutions, les plus hautes du pays, ont consommé leur crédit en dépassement de plus de 100%, alors que celles à caractère social ont enregistré de sous-consommation et de non-consommation des crédits budgétaires. C'est le cas de l'enseignement technique, 3,08%, infrastructures et travaux publics, 46,04%, agriculture, 20,31%, développement durable, 31,32%. Au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, par exemple, cataclysme financier. 47,32% des dépenses exécutées sur l'ensemble du secteur contre un dépassement de l'ordre de 175% rien que pour les dépenses du cabinet du ministre. Un tel tableau très sombre prouve à suffisance que le social n'est pas la priorité de ce gouvernement dont les hautes institutions bouffent le gros morceau du budget pendant que les autres ne se contentent que de miettes. Et la société civile, à travers l'Observatoire de la dépense publique, monte au créneau pour dénoncer à haute voix ces faits, tout en formulant des recommandations dans le sens d'assainir et d'améliorer la gestion des finances publiques en RDC. Et les leçons, c'est que nous devons continuer ce travail. Et nous devons continuer à interpeller les gouvernants. Nous devons continuer à les interpeller. Nous devons continuer à interpeller l'Assemblée nationale. Nous devons continuer à interpeller les organismes, les institutions de contrôle pour qu'ils contrôlent le gouvernement par rapport à la manière dont ils utilisent l'argent qui appartient à la population. Donc, les leçons sont celles-là. C'est que pour l'instant, on est bien loin d'une gouvernance bonne, n'est-ce pas, par rapport à la manière dont le budget a été fait. Donc il y a encore de gros problèmes au niveau de la gouvernance économique et financière de notre pays. Et donc nous devons continuer à nous battre pour que cela puisse s'améliorer. Autre fait accablant dénoncé par la société civile dans l'exécution du budget 2016, c'est le volume trop élevé des régimes fiscaux spéciaux, notamment les exonérations accordées aux personnes physiques et morales. À la douane congolaise, en 2016, les dépenses fiscales dues aux exonérations accordées à divers titres ont représenté quelque chose comme un peu plus de 246 846 000 dollars américains et à la Direction générale des impôts un montant évalué à plus de 200 millions de dollars américains. Cela a impacté négativement sur la mobilisation des recettes en 2016. La société civile, par le biais de l'Observatoire de la dépense publique, soutient que l'exécution du budget exercice 2016 n'a pas été conforme à la loi des finances, car elle n'a créé ni richesse, ni contribué à l'amélioration des conditions de vie de la population, encore moins
rendre effective la décentralisation comme le prévoit la Constitution. C'est ainsi qu'au Parlement, la société civile recommande le renforcement de contrôle de l'exécution de la loi de finances en interpellant les membres du gouvernement, des institutions et des services publics. La société civile recommande aussi la poursuite et la sanction des personnes impliquées dans le non-respect des procédures. À la Cour des comptes et à l'Inspection générale des finances de procéder au contrôle périodique et régulier afin de régresser à temps tout dérapage. Au gouvernement, la société civile recommande aussi le strict respect du budget tel que voté par le Parlement, la rationalisation des exonérations, les sanctions des contrevenants à la loi à tous les niveaux et le financement de campagnes de civisme fiscal en collaboration avec les organisations de la société civile. Il y a lieu de retenir également que cette étude a été menée grâce à l'appui du projet Profit Congo sous la coordination du COREF. Voilà ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Cet exercice devient de plus en plus effectif, surtout au niveau des entités territoriales décentralisées grâce au projet Profit Congo sous la coordination du COREF. En ce jour de travail à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, le ministre national de l'économie a visité les installations douanières de Kasumbalesa. Joseph Kapika s'est dit heureux de l'exécution rapide des mesures endiguant la fraude et la lutte contre la contrebande telle que décidée par le plus haute autorité du pays. Suivons le ministre Joseph Kapika dans ce propos recueilli par notre correspondant à Lubumbashi, Lambert Yuma. C'est une visite de routine, une visite de surveillance pour voir si toutes les mesures que nous avons prises pour endiguer la fraude à travers tous les pays sont en train d'être exécutées et portent des fruits. C'est ça qui m'amène aujourd'hui ici. Hier, le ministre d'État au commerce extérieur est passé par ici. Nous sommes vus avec lui tard dans la nuit. Il m'a dit, je suis content d'une chose, c'est que les mesures que nous avons prises commencent à porter des fruits. J'ai la même conviction dans la mesure où les recettes montent petit à petit. Deuxièmement, je me réjouis de la construction de ces murs, de cette clôture, qui va aussi nous aider beaucoup dans la lutte contre la fraude. Il semble qu'il y a des personnes qui hésitent, mais je leur dis que cette clôture est construite sur décision personnelle du président de la République, qui avait examiné notre rapport. Nous lui avons fait voir qu'il y avait un important coulage des recettes avec ce qu'on appelait le phénomène bilanga, qu'il décrivait lui-même très bien avant même de s'effectuer ce voyage avec d'autres membres du gouvernement. C'est donc une très bonne chose et je suis convaincu que si nous continuons sur cette voie-là, l'État va récupérer une bonne partie de ces recettes. À l'administration douanière, les marchandises sous douane sont prises en charge dans les circuits des dédouanements à travers les systèmes informatisés Sidonia World. Alors, quels sont les avantages de ces systèmes de la facilitation des échanges commerciaux? La réponse dans cette interview du directeur général adjoint en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Kongolo Kabila, réalisée par Jérôme Sekana Penepapa. L'informatisation permet à la marchandise d'être prise en charge. Quand on prend la marchandise en charge, on met tous les éléments dans le système. Cela veut dire que la personne part elle-même payer à la banque. Et sur base d'un bulletin de liquidation qui a été fourni par le système. Ce bulletin de liquidation reprend toutes les taxes à percevoir lors du dédouanement de la marchandise, tant à l'importation qu'à l'exportation. Ici, il s'agit de l'importation. Le bulletin de liquidation permet au propriétaire de la marchandise d'aller auprès d'une banque agréée et de verser son argent. C'est tout. Ça ne viendra même pas être donné au service de douane. L'avantage du système informatique, c'est lequel? C'est que vous savez que quand certains produits venaient de Brazzaville, ils viennent au bureau de douane. Lorsque ce n'est pas informatisé, qu'est-ce que ça fait?
On vient, non, ça doit payer. Il sort l'argent, alors que cette marchandise ne peut pas payer. Nous, dans notre système, c'est prévu que cette marchandise-là ne paye pas. Et elle est exonérée. Si elle est exonérée. Et le bulletin de liquidation va sortir avec des éléments qui dénotent que c'est 0,0, c'est néant. C'est ça la transparence. Le système sidonien, le système douanier actuel, enfin, ça, nous n'avons pas l'intention d'éventer l'administration, mais il faut que le Congo... Vous êtes quand même au top. Oui, mais il faut que la République démocratique du Congo reconnaisse que l'administration de douane, son administration, est une administration, l'une des administrations les plus modernisées. Parce que, de mon bureau ici, je peux voir toutes les déclarations qui sont passées dans tous les bureaux de douane. Je peux prendre le bureau de Kassindi, savoir quelle est la déclaration qui vient de passer maintenant, et connaître quelle est la valeur qui avait été déclarée, et éventuellement demander au directeur provincial pourquoi telle déclaration a été déclarée de telle manière. Et il vous répond. Ah ben oui, il me répond. Corriger certaines failles à partir de votre... On lui demande de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cela peut-être ne revienne plus. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que les personnes vivant avec handicap ont peur du logiciel de Sidonia World? Oui, mais l'avantage qu'il y a, c'est ceci. Il n'y a pas que moi. Parce que nous avons connecté tout le monde. Les banques, les commissionnaires en douane, même certains importateurs privés qui seraient en mesure d'avoir des... Même les DG de Uruguay aussi. Mais oui, mais comment? Pourquoi pas? C'est lui le patron. Oui. C'est lui le patron. Donc, il suit à la lettre. Donc, tout le monde peut voir ça. C'est ça la transparence. C'est ça la transparence. Et nous voulons que ça puisse être ainsi sur toutes nos activités. De la Direction générale de douane et axes, rendons-nous à la Direction générale de recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations des DGRAD qui a clôturé vendredi 10 novembre 2017 les séminaires de formation sur les métiers de la DGRAD, organisés par la haute direction de 7 régies financières sur financement de l'Union européenne à travers le projet d'appui à la modernisation des finances publiques. Cette formation a permis aux cadres et agents de ces services publics mobilisateurs des recettes non fiscales de l'État d'acquérir de connaissances supplémentaires susceptibles d'améliorer leur rendement sur le terrain. Philo Cholet et Étienne Koumba. Il a fallu 10 jours aux cadres et agents de la DGRAD, dont 23 de l'administration centrale et 12 des provinces, d'acquérir des connaissances sur la loi relative aux finances publiques, les règlements généraux sur la comptabilité publique, le métier d'agent recouvreur et agent des saisies, le métier d'ordonnateur et de contrôleur. Ces renforcements des capacités sur les métiers de la DGRAD, soutenus par le projet d'appui à la modernisation des finances publiques PANFIP, financé par l'Union européenne, rentrent dans les cadres de l'amélioration des recettes non fiscales de l'État. Une occasion pour les participants à cet atelier d'être outillés sur les différentes innovations contenues dans la LOFIP, mais aussi des connaissances sur leurs métiers. En rapport avec le module 3, métier d'ordonnateur et de contrôleur, les participants sont dotés des outils nécessaires susceptibles de renforcer leur capacité de contrôle préalable de conformité de la régularité des opérations de constatation et liquidation de la recette non fiscale. Les participants ont appréhendé les liens fonctionnels entre le taxataire et l'ordonnateur dans la chaîne de la recette non fiscale. Obligations réciproques, conséquences découlant des désaccords entre taxation et ordonnancement. Les participants se sont appropriés des différentes techniques de contrôle exercées au niveau de centre d'ordonnancement, du bureau de contrôle et de l'inspection générale des services de la DGRAD. La qualité de la matière dispensée n'a pas laissé indifférent les participants qui ont manifesté leur intérêt. Nous vous rassurons que nous n'avons pas perdu inutilement notre temps. Ce que nous avons reçu, nous sommes prêts à le communiquer aux autres. De leur côté, les formateurs ont encouragé les séminaristes de répercuter les enseignements reçus à leurs collègues pour ne laisser personne à la traîne et ainsi mobiliser davantage les recettes de l'État. Nous les avons renforcés, nous avons mis à leur disposition des outils, des documents, des textes. Nous leur avons appris comment faire
et de la bonne manière afin à la fois de sécuriser la recette publique, de mettre à l'aise l'interlocuteur, l'opérateur économique, et aussi de sécuriser notre propre travail, parce que à tout moment, bon, vous savez que l'administration, derrière l'administration, ce sont des hommes. On peut par-ci, par-là faillir, mais dès lors que les textes prévoient de quelle manière corriger une erreur, dans le sens de la légalité de la justice, ça sécurise tout le monde et tout le monde est gagnant à coup sûr. Avec cet échange d'expérience, nous définissons, nous leur donnons les références légales, techniques et réglementaires pour pouvoir améliorer les performances et maximiser les recettes. Le DGA, David Moïndo Ngwala, qui a ouvert et clôturé cet atelier, a invité les participants à mettre en pratique les connaissances acquises pour permettre à la régie financière d'accroître ses recettes. À ce jour de clôture, il faudrait que vous sachiez que la direction générale vous a comme des ambassadeurs auprès de vos entités respectives. C'est pourquoi vous devez être des hommes et des femmes capables de partager avec les autres ce qui vous a été enseigné à ces lieux. Ici est de signaler que la formation a été sanctionnée par la remise de brevets aux récipiendaires. L'actualité au sein de la DGI reste encore dominée par le message de sensibilisation sur le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits. La Direction générale des impôts rappelle ainsi aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que de sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que conformément à la législation fiscale en vigueur, les paiements du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2018 revenu 2017 doit intervenir au plus tard le jeudi 30 novembre 2017. Le montant du dit acompte représente 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2016, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes ne fassent ou non l'objet de contestation. L'attention de contribuables est attirée sur le fait que les défaut ou l'insuffisance des paiements dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. La haute direction des impôts, DGI, a procédé vendredi 10 novembre 2017 à la remise d'une ambulance au centre médical de la DGI. L'événement a eu lieu dans l'enceinte même de la direction générale des impôts. Muriel Makiesi et Étienne Kumba nous en disent plus. Au-delà de sa mission première, celle de mobiliser les ressources internes pour le compte du Trésor public qui contribue au développement du pays, la Direction générale des impôts a aussi vocation de mettre ses ressources humaines dans les meilleures conditions. C'est dans cette optique que la haute direction des impôts a procédé à la remise de cette ambulance Land Cruiser 4x4 au centre médical. Occasion pour Marie-Jeanne Elima, médecin directeur du centre médical de la DGI, de remercier la direction générale pour l'acquisition de cet outil important au profit des personnels de la DGI. Monsieur le directeur général, nous vous présentons en tout cas mon très sincère remerciement pour l'acquisition de cet outil important au profit du personnel de la direction générale des impôts. Ceci démontre à suffisance l'importance que vous accordez, l'intérêt que vous portez à la santé du personnel de la direction générale des impôts. Le vice-président de la délégation syndicale de la DGI, Léopold Samba, a rappelé à l'assistance que ces gestes du patron des impôts n'est pas les premiers du genre, avant de solliciter davantage d'actions pour le bien-être de toute la communauté de la DGI. Ça rencontre vraiment la résolution des problèmes éminents de tous nos patients, une bonne prise en charge pour permettre à ce que nos malades soient vraiment bien acheminés dans les institutions hospitalières, bien appropriées, et même au niveau même de l'aéroport, de ceux-là qui viennent de l'intérieur, ils seront bien pris en charge. Conformément à l'engagement pris par la haute direction de mettre les ressources humaines au cœur de ses préoccupations, la DGI a jugé bon d'améliorer l'outil et la prise en charge médicale des agents par la remise de cette ambulance.
Sur instruction de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, il était donc acquis un certain nombre d'outils pour améliorer les conditions. Nous sommes en train de recevoir, en fait on a reçu donc de remettre ici l'ambulance, mais dans les tout prochains jours on va aussi remettre des bus pour le transport du personnel. Donc c'est un sentiment plutôt de respect du devoir. José Séleyalagouli a exhorté les personnels médicaux de faire bon usage de cet engin au bénéfice des cadres et agents malades de l'administration fiscale congolaise. Quelle est la procédure à suivre pour les amendes transactionnelles conformément à la législation congolaise? La réponse avec Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et directeur général de l'agence Galaxy Media. Il est ici au micro de Jean-Louis Miaswekama. Le mardi 7 novembre 2017, j'ai dépêché pour une course privée en Djili mon chef de garage Maïkizé Diogo. Et sur le chemin de retour, juste à la 7e rue, en dessous de la passerelle, il a été interpellé par un agent de circulation routière, le policier qui porte le casque numéro E1003. D'abord, il n'a pas reconnu le pourquoi de son arrestation, parce qu'il n'y avait pas une infraction, d'après mon agent. Et le monsieur a insisté, il voulait qu'on puisse lui donner un pourboire, parce qu'il a même entraîné l'agent au niveau de Petit Boulevard, derrière Pelloustor. Arrivé à ce niveau-là, il voulait que mon agent puisse lui donner 20 000 francs. Et mon agent a refusé parce que ici à l'AGM, nous n'acceptons jamais de donner des pourboires comme ça. S'il y a une infraction, nous devons payer les amendes transactionnelles. Et le monsieur, qui était en état d'ébriété, a fabriqué des infractions, notamment refus d'obtempérer aux injonctions des agents qualifiés, mais également non-respect de la bande de circulation. Et j'ai dit, parce que le monsieur a insisté, j'ai donné l'ordre à mon agent, j'ai dit, écoutez, va te défendre, c'est son chef qui se trouve au niveau de l'échangeur délimité. Et arrivé là-bas, bon, on l'a entendu sur procès verbal par un OPJ, l'adjudant en chef Constant Lokutu, et qui a fait son travail. Et parce que c'était déjà au niveau de l'officier de police judiciaire, je suis arrivé et on m'a brandi toutes ces infractions. Moi j'ai dit mais ces infractions ne sont pas vraiment celles qui devraient être à charge de mon collaborateur parce que nous sommes venus de nous-mêmes. On n'a pas refusé, mon agent pouvait partir. Moi je lui ai dit nous devons respecter la loi. Alors donnez-nous la nomenclature. Les contribuables que nous sommes, les assujettis que nous sommes, nous devons connaître d'abord la procédure. Qu'est-ce qui doit se passer lorsque vous devez payer une amende transactionnelle? D'abord, il faut que l'agent de la DGRAD, qui travaille avec les officiers des polices judiciaires de la circulation routière, quand il y a contravention, l'agent de circulation routière ou son OPJ doit qualifier l'infraction. Et pour qu'on puisse vous demander des amendes, il faut regarder dans la nomenclature. La nomenclature de la DGRAD, c'est une loi signée par le président de la République. Alors j'ai constaté que, bon, d'abord la nomenclature était en dollars. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Il voulait que je paye 150 $. Moi, j'ai dit, mais je ne peux pas payer comme ça. Montrez-moi la nomenclature. Et curieusement, on a cherché, on a pris une bonne trentaine de minutes pour chercher les documents. Alors que c'est un document qui doit être à portée de main. Et j'ai dit à l'agent de la DGRAD qui était là, mais monsieur, comment vous travaillez? Vous devez nécessairement avoir ça à bout de bras. Tout simplement parce que moi, un assujetti ne peut pas sortir de l'argent pour donner à un agent de l'ordre, qui qu'il soit, même si c'est un général. La loi dit, l'agent qualifié établit les procès verbaux, il détermine les amendes transactionnelles sur base de la nomenclature, l'agent de la DGRAD remplit la note de perception, vous allez payer à la banque et vous revenez avec le preuve de paiement et la dette est éteinte. C'est ça la procédure. Mais je vous dis que c'était terrible. L'OPJ s'est bien comporté, mais son chef, qui s'est dit être le commandant de la brigade de cette section-là, voulait me faire voir de toutes les couleurs. Vous n'avez pas le droit de demander. J'ai dit, monsieur, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. J'ai eu la chance, tout simplement, parce que maintenant, le chef de la brigade adjoint, la brigade qui se trouve au niveau de l'échangeur illimité, le commandant second donc, de la brigade spéciale de roulage, est venu. Et c'est grâce à sa présence que les discussions se sont un peu estompées, parce qu'il m'a donné raison. Et on a fouillé dans la nomenclature.
au lieu que l'amende qu'il voulait que moi je paye des $150 soit versée, moi j'ai dit non. On a constaté que je devrais payer seulement $35 pour le refus et $50 pour changement des bandes, les infractions que nous on avait même récusées. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit ok, donnez-moi la note de perception. Je suis allé jusqu'au niveau de la 7e rue. Curieusement, arrivé là-bas, toutes les banques étaient déjà fermées. Ce jour-là, j'étais obligé de revenir le lendemain. Et le lendemain, quand je suis arrivé, j'ai fait un constat malheureux. De toutes les banques qu'il y a au niveau de la 7e rue, une seule perçoit les amendes transactionnelles découlant des recettes non fiscales. C'est Sophie Bank. Et je suis allé à la BCDC, chez Raobank, chez BIAC, chez Procrédit. On m'a dit non, on ne peut pas recevoir cette note de perception. Ici, il faut aller en ville. Donc, il faut vraiment être un bon patriote pour accepter d'aller là-bas. Et quand je suis arrivé au niveau de Sophie Bank, on m'a dit ok, parce que je devrais payer 75 000 francs congolais. On m'a dit non, monsieur, vous devez payer 92 400 francs congolais, comme l'indique d'ailleurs le preuve de paiement. Donc vous avez 17 000 de frais bancaires. Donc un contribuable qui doit payer, un assujetti qui doit payer l'argent à l'État, doit aussi supporter les frais bancaires. C'est une double pénalité, vous vous rendez compte. Donc on est puni par la loi, mais la banque, cette charge qui aurait dû être prise en charge, bien sûr, excusez la tautologie, par l'État, mais c'est toujours l'assujetti qui paye. Mais j'ai payé et curieusement, la banque me dit non, il faut passer après une semaine pour venir prendre l'attestation. Voilà ce que j'ai constaté. Et après avoir payé, je suis rentré là-bas. Et maintenant, les gens, mais comment vous êtes allé là-bas? J'ai compris que vraiment, les gens n'ont pas cette culture. Heureusement encore pour moi, quand je suis rentré, je suis tombé sur un commandant que je connais bien, un major, Faustin Numbi, que j'ai connu entre 2011 et 2013 à l'ONICI à Abidjan, donc qui est le commandant de la brigade mobile de la police, un spécialiste de gestion des foules. Et heureusement que lui aussi, c'est un policier bien formé et il y a eu débat maintenant sur la procédure. Et j'ai compris que nous avons un sérieux problème dans notre pays. Et si vous permettez, je peux aller rapidement sur les constats pour terminer. D'abord, il y a non-respect des procédures, mauvaise qualification des infractions, mais également le non-respect des procédures et la mauvaise qualification d'infraction entraînent également la modicité des recettes au niveau de la police. Parce que la police, ne l'oubliez pas, c'est un service d'assiette, au même titre que le ministère des Mines, au même titre que le ministère de l'Environnement. Et les gens ne le savent peut-être pas. Quand le policier vous dit le SACO, cela veut dire qu'il vous reconnaît d'abord comme étant son patron. Parce que c'est nous, les assujettis, c'est nous, les contribuables, qui payons les policiers. La tenue que les policiers portent, l'uniforme, on achète avec l'argent des contribuables que nous sommes. Donc, il faut nécessairement qu'on arrive à expliquer la procédure comme nous le faisons de temps en temps. Deuxièmement, la lourdeur dans la perception des recettes. Je vous ai expliqué comment au niveau de ces banques-là, j'ai circulé sur 5 banques, une seule perçoit les amendes transactionnelles. Quel est ce bon citoyen qui peut accepter, en plus de donner les frais bancaires, de quitter l'IMT, venir en ville pour venir donner l'argent au trésor public? Il faut être un patriote comme moi. Donc, l'État est en train de perdre beaucoup d'argent comme ça parce qu'en ce moment-là, quelqu'un qui est précis dirait, bon, mieux vaut m'arranger avec les policiers, il lui donne le pourboire. Et c'est ce qui explique la modicité des recettes au niveau du service d'assiette qu'est la police. Et troisièmement, en discutant avec les policiers, notamment avec les majors Faustin Numbi et les commandants seconds de la police spéciale de circulation routière qui étaient là, j'ai compris qu'il y a des lacunes. Nous devons arriver à former les agents de l'ordre sur le civisme fiscal. Vous comprenez que quand vous leur expliquez la procédure, ils ne connaissent pas cette procédure. Donc, nous qui prêchons l'impôt depuis une vingtaine d'années, avec la DGI, la DGDA, et pourquoi pas la DGRAT, il y a moyen qu'on organise des séances de sensibilisation, même dans des camps, même au niveau des policiers. Parce que la plupart des policiers des circulations routières pensent que l'État, c'est eux. Donc, il faut leur donner de l'argent
pour alimenter leur type digestif. Lorsque lui, il a reçu l'argent, il ne vous donne même pas une preuve de paiement, la dette envers l'État est éteinte. C'est faux et archi-faux. Qui qu'il soit, même s'il est un général, il n'a pas le droit de toucher aux pièces sonnantes et trébuchantes parce que la procédure veut qu'on acte la contravention. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, les contraventions routières, des amendes transactionnelles, représentent 40% du budget du gouvernement américain. Mais chez nous, c'est 0,0009%. Tout simplement parce qu'on n'a pas cette culture. D'où l'appel que je lance au gouvernement pour que nous arrivions, parfois c'est dans l'ignorance, ils ne connaissent pas quelle est la vraie procédure, ou bien ils mettent la procédure de côté, ils mettent la loi de côté. Dans tous les commissariats de la police de circulation routière, il faut qu'il y ait la nomenclature. Et les agents de la DGRAD ne doivent pas être étouffés comme je l'ai vu là-bas. Un agent de la DGRAD, c'est comme un policier à qui on peut donner à l'ordre. Non, l'agent de la DGRAD, c'est lui qui doit remplir les documents qu'on appelle la note de perception, qui est un titre valant espèce. C'est-à-dire, quand il a déjà rempli, on ne peut plus revenir sur ça. C'est un document, quand il signe, automatiquement, il faut payer à la banque. Et quand on a payé à la banque, vous revenez à la police, le policier, l'OPJ qui vous a jugé, n'a pas le droit de vous demander de pourboire. Il n'a pas le droit. C'est-à-dire, dès que vous présentez la note de perception avec les preuves de paiement, automatiquement, on lève la mesure, on vous remet les contacts et vous rentrez chez vous. Ça nécessite une grande sensibilisation. Personne n'y croyait peut-être à la force managériale de la nouvelle équipe dirigeante du Fonds de promotion de l'industrie. En effet, la feuille de route adoptée en décembre 2016 est en train d'être réalisée. Suivez plutôt ce retour sur les faits dressés par Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Novembre 2016, de nouvelles figures font leur arrivée à la tête du Fonds de promotion de l'industrie FPI. L'ancien staff dirigeant cède sa place à Patrice Kitebikibonvoul et Boniface Kassembe, respectivement directeur général et directeur général adjoint. Patrice Kitebi annonce les couleurs et promet la mise en place d'une feuille de route. Pour que le FPI devienne véritablement l'instrument modernisé qui permette le redéploiement de l'industrie, l'émergence de l'entrepreneuriat national, la création des emplois et même l'ensemble des réformes qui ont déjà été suggérées, sur lesquelles vous-même vous avez travaillé. Le 2 décembre 2016, le numéro 1 du FPI s'entretient avec l'ensemble du personnel du siège. Des orientations sur la marche de l'établissement sont données, notamment le renforcement et l'amélioration des méthodes de travail pour contribuer efficacement à la construction de l'édifice du progrès social au sein de cette institution de financement des projets industriels. Nous sommes tous décidés, le DGA, moi-même, tous les administrateurs, le président du conseil d'administration, on veut fonder une nouvelle famille au sein du FPI. Pour concrétiser la mise sur pied de la feuille de route promise, le directeur général du FPI bat le rappel des troupes et convoque les états des lieux de son institution. Cadres et agents, opérateurs économiques, députés et sénateurs et autres invités prennent part à ces assises censées donner un nouvel élan aux activités du FPI. Pour la direction générale, le présent atelier est donc le cadre indiqué afin que soient levées les meilleures options qui puissent favoriser d'abord la stabilisation, puis le redressement de l'institution afin d'en assurer la pérennité. Des réunions sont organisées avec les promoteurs et les patronats congolais pour les écouter et cheminer ensemble. Des descentes sur le terrain sont également organisées pour communier avec les promoteurs du Congo profond, le tout teinté d'un degré élevé de management. Le ministre de l'Industrie ne doute pas un seul instant sur les mesures à prendre pour redresser la situation du FPI, catalyseur du développement industriel en RDC. Marcel Ilunga est donc confiant avec la détermination de la nouvelle équipe dirigeante placée à la tête du FPI. Pour assurer la pérennité de cette institution en charge des prêts et au développement, il y a nécessité d'avoir une gouvernance transparente et prudentielle, accompagnée d'une analyse de risque qui répond aux normes internationales, qui permettrait par la même occasion la mobilisation des ressources extérieures additionnelles à travers des partenariats, soit pour des cofinancements, soit pour des financements directs. Dès lors, la haute direction du FPI initie un balai médiatique pour expliquer à l'opinion les méandres de cette nouvelle vision stratégique du fonds appelée à changer drastiquement l'image de cet établissement public
promouvant l'essor de l'industrie congolaise pour un Congo fort et prospère. 17, 18 et 19 août 2017, Patrice Kitebikibonvol bat de nouveau le rappel des troupes, cette fois-ci pour évaluer la feuille des routes de décembre 2016 et passer en revue les réformes engagées au sein de l'établissement. Ce, au cours d'un atelier précédé par des missions d'inspection en province, et des résultats sont enregistrés à travers des indicateurs vérifiables. Nos recettes sont en train de connaître un accroissement. Je peux vous indiquer qu'à la fin du mois de juin de l'année passée, nous étions à peu près à l'équivalent de 29 milliards de francs congolais mobilisés. Cette fois-ci, on est à 36 milliards à fin juin 2017, mais en même temps, dans un contexte où il y a eu un glissement du taux de change. Ça, il faut le reconnaître. Deuxièmement, en termes de maîtrise de charge, par rapport au premier semestre 2016, nous avons eu une diminution de charges d'à peu près $1 million. Si vous tenez compte, vous neutralisez l'impact sur nos charges des paiements, des dettes contractées antérieurement. Donc nous avons eu une diminution de charges à concurrence d'$1 million, mais dans un contexte où nous avons accru et accéléré les missions de supervision de projet, nous avons accru les missions d'audit interne pour qu'ils nous garantissent que les procédures sont respectées, les règles sont respectées et les comportements professionnels des uns et des autres sont conformes aux pratiques telles qu'elles sont décrites dans les règles. Et puis je pense que nous avons instauré un climat de dialogue en permanence avec les opérateurs économiques. Et donc, y compris sur le plan de la gestion, nous voulons mieux accompagner les opérateurs économiques. Voilà un peu quelques changements. Vous l'avez compris, à l'international maintenant, les fruits tropicaux sont de plus en plus réclamés sur le marché mondial. Affirmation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui vient de publier son rapport semestriel dénommé le Perspective alimentaire. Le rapport met en exergue 4 principaux fruits tropicaux. Il s'agit de la mangue, la papaye, l'avocat et l'ananas. Selon la FAO, l'importation de ces fruits est sur le point d'atteindre $10 milliards américains. La production totale de ces fruits est en hausse, passée de 69 millions de tonnes en 2008 à 92 millions en 2017. En tête de production, l'Inde avec 40% de la production de la mangue. Le Costa Rica fournit une grande partie des ananas dans le monde. D'après le rapport de la FAO, la Chine, le Brésil et le Mexique figurent sur la liste de principaux producteurs de ces fruits. La République démocratique du Congo, avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, doit tout faire pour moderniser son agriculture afin d'être classé parmi les pays exportateurs de produits agricoles. Restons toujours à l'étranger pour vous dire que le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump s'opposent sur la marche du commerce mondial. La scène s'est passée dans la ville vietnamienne de Da Nang où ils ont participé le week-end dernier au sommet des pays membres de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique, APEC. Le leader chinois appelle de tous ses voeux au respect de la mondialisation. Pour lui, les échanges doivent être ouverts, équilibrés, équitable et bénéfique pour tous. Xi Jinping exhorte pour le soutien du libre-échange. Il croit nécessaire la pratique du régionalisme ouvert. C'est cela, estime-t-il, l'opportunité pour le pays en développement de tirer profit des échanges mondiaux. Donald Trump, quant à lui, a campé sur sa vision protectionniste de rapports commerciaux dans le monde. L'Amérique d'abord, a-t-il martelé. Les États-Unis n'étaleront plus l'adoucissement de la position vis-à-vis des accords de libre-échange, a-t-il indiqué. Selon lui, l'Amérique ne signera plus les accords menaçant sa souveraineté. Donald Trump a demandé aux autres dirigeants du monde de donner priorité à leur pays, comme il le fait pour son Amérique. C'est là après avoir dénoncé les abus commerciaux chroniques. Lors de la photo traditionnelle de dirigeants qui prennent part au sommet de l'APEC, Donald Trump a juste serré la main au président russe Poutine. Méfiez-vous de cet uniforme porté par ces dirigeants. Leur divergence sur la marche de l'économie mondiale reste flagrante.
Autre chose à présent, le nouvel de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 11 novembre 2017 dans un commentaire signé Didi Mavambu Nombolo Pepe. Le pétrole a clôturé la semaine au rouge au deuxième fixing du samedi 11 novembre 2017 à Londres. Le baril de l'or noir s'est négocié à 63,60 $ américains, soit une baisse de 0,33%, et à New York à 56,82 $ américains, soit une baisse de 0,37%. Moins 0,22% pour le cours du cuivre qui a valu 6 778 $ américains la tonne métrique, pendant que le cobalt a terminé le week-end en hausse de 0,65%, se négociant à 61 250 $ américains la tonne. Le prix de l'or a reculé de 1,13%. L'once du métal jaune s'est négocié à 1272,40 $ américains. Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale est haussière, à l'exception de la tonne du maïs, qui s'est négociée à 343 $ américains, soit une baisse de 1,44%. Plus 0,09% pour le prix du riz dont la tonne a valu 11,15 $ américains, plus 1% pour le cours du blé dont la tonne s'est négociée à 431 $ américains, le tout au dernier fixing du samedi 11 novembre 2017. Quelles sont les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le principal grand marché de la capitale congolaise au samedi 11 novembre 2017? Voici la réponse dans ces reportages de Philo Cholet Bapeke. Les prix des denrées alimentaires des grandes consommations varient selon les différents marchés de Kinshasa. Pour la viande, par exemple, un carton TS 20 kg a coûté 177 000 francs congolais au marché de la Liberté, 176 000 francs congolais au marché central, 179 000 francs congolais au marché Zigida et 180 000 francs congolais au marché Gambila. Concernant les sucres, un sac de 50 kg a coûté 74 000 francs congolais au marché de la Liberté, 75 000 francs congolais au marché central, 73 500 francs congolais au marché Zigida et 75 500 francs congolais au marché Gambila. Autre produit de grande consommation, le manioc, dont les sacs au marché de la Liberté a connu une baisse passant de 68 000 francs congolais à 67 000 francs congolais. Au marché central, le sac des costettes de manioc est passé de 63 000 francs congolais à 65 000 francs congolais. Stabilité des prix au marché Zigida où le sac est resté à 63 000 francs congolais. Mêmement au marché Gambela où le sac de foufou a gardé son prix de 64 000 francs congolais. Bouclons ces tours d'horizon des prix avec le poisson chinchard dont un carton de 18 plus de 30 kg a coûté 87 000 francs congolais au marché de la Liberté, 89 500 francs congolais au marché central, 87 800 francs congolais au marché Zigida et 87 400 francs congolais au marché Gambila. Ainsi se présentent les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le principal grand marché de Kinshasa, la capitale de la RDC. Je vous propose de découvrir à présent l'indice du taux de l'inflation hebdomadaire du lundi 6 au samedi 11 octobre 2017, tel que collecté et publié par l'Institut national de la statistique INES. Le commentaire est signé encore une fois de plus Didi Mavambu. L'inflation hebdomadaire du 6 au 11 novembre 2017 est de 0,868% au niveau national et 0,669% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 46,090% au niveau national et 40,404% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 54,963% au niveau national et 48,015% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 54,089% au niveau national et 48,585% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive principalement à la hausse des prix des services de transport, des céréales, des poissons, du sucre, des services de restauration et d'hébergement, ainsi que des produits d'entretien courant des maisons.
Et puis sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 10 novembre 2017 un dollar américain à 1577,14 francs congolais. À l'aéroport international de Ndjili, le billet vert s'échangeait à 1500 francs. À l'intérieur du pays, par contre, dans le Congo central, le roi dollar valait 1550 francs congolais, tandis qu'à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, ainsi qu'à Kisangani, dans la province de la Tchopo, les billets verts s'est négocié à 1570 francs congolais. Dans la ville de Chikapa, au Kasaï, le dollar s'échangeait à 1580 francs et 1600 francs congolais à Kananga, dans le Kasaï central. Enfin, dans le 2 Kivu, précisément dans les villes de Beni et Bukavu, il vous faut 1600 francs congolais pour avoir un dollar américain. Une note triste avant de clore complètement cette édition de Fiscalité et Développement. Mesdames et messieurs, sachez que l'agence Galaxy Media pleure l'un de ses agents en la personne de Lenda Martins, décédée depuis le lundi 30 octobre 2017 à l'hôpital Bondeko délimité de suite d'une courte maladie. La levée du corps est intervenue ce samedi 11 novembre 2017 et le corps de notre confrère a été exposé à l'espace MBB au croisement des avenues Bokassa et Kabalo dans la commune de Barumbu où une veillée mortuaire était organisée. L'enterrement est intervenu dimanche 12 novembre 2017 au cimetière de Kinkoli ici à Kinshasa. Les directeurs généraux et tout le personnel de l'agence Galaxy Media présentent donc leurs condoléances le plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Que son âme repose en paix. Voilà qui met un point final à ces magazines Fiscalité et Développement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur cette chaîne. Au revoir.